Bienvenue à la deuxième partie de votre formation. Nous discuterons ensemble de votre comité de sécurité incendie. Nous verrons la structure de votre comité, les rôles et les responsabilités à jouer. Nous verrons aussi les méthodes d'évacuation, les points de rassemblement. Et pour terminer, la procédure de réintégration. L'objectif de cette partie de formation est de bien comprendre le rôle que vous avez à jouer au sein du comité de sécurité incendie. Votre rôle vous a été attribué par la Direction générale en collaboration avec GCA Sécurité Incendie. Compte tenu que vous opérez sous plusieurs horaires de travail différentes, jour, soir, nuit et fin de semaine, la structure du comité de sécurité incendie reste la même, mais le nombre de personnes varie, influençant ainsi l'efficacité de l'évacuation. Peu importe l'heure de la journée, il doit toujours y avoir un minimum de 5 personnes. Le coordonnateur, 2 chefs d'étage et 2 chercheurs. 2 jours la semaine, compte tenu que le nombre d'employés sur place est supérieur à 5, le nombre de chercheurs augmente, améliorant ainsi l'efficacité de l'évacuation. Il est important de noter que peu importe le nombre de personnes sur place, il doit y avoir en permanence au moins un coordonnateur incendie, 2 chefs d'étage, un pour le 500 et un pour le 600, et 2 chercheurs. Lorsque la quantité de personnel est supérieure à 5 employés, vous devriez ajouter plus de chercheurs avant d'ajouter un assistant au coordonnateur incendie. Il est important de bien connaître votre rôle et vos responsabilités. Compte tenu que vous avez plusieurs bâtiments de construction différentes, les méthodes d'évacuation à appliquer sont différentes pour chacun d'eux. Pour bien comprendre, nous avons séparé vos bâtiments selon l'image suivante. Nous avons les bâtiments du secteur autonome comprenant la section A et B ainsi que les étages 100 à 400. Et nous avons les bâtiments du secteur semi-autonome comprenant les étages 500 et 600. Chacun des secteurs est de construction différente. Cela implique des délais d'évacuation différents et des méthodes d'évacuation différentes. Par exemple, le secteur autonome est de construction combustible avec des gicleurs et des séparations coupe-feu. Son délai d'évacuation pour la section impliquée à l'étage en cause, ainsi qu'aux étages supérieurs est de 8 minutes. Ne tenons pas compte du nombre d'étages du schéma et disons que l'incendie se situe au niveau 200. Dans ce cas, les gens qui se trouvent sur l'étage de la détection, par exemple, l'étage 200 de la section A, devront se diriger à l'étage 200 de la section B. De cette manière, ils seront considérés en lieu sûr. À l'inverse, si la détection se trouve à l'étage 200 de la section B, les gens devront se diriger dans la section A. Parallèlement à l'évacuation de la section de l'étage impliqué, pour le secteur autonome, les résidents des étages supérieurs étant dans la section impliquée doivent quitter et se rendre de l'autre côté des portes coupe-feu, soit dans l'autre section. Reprenons l'exemple d'une évacuation du niveau 200 section A. Cela implique également que les résidents des étages 300 et 400 devront se rendre dans la section B. Des chercheurs devront se rendre dans cette section pour aider les gens à évacuer. Pour le secteur semi-autonome, qui est incombustible avec gicleurs et compartimenté par des séparations coupe-feu, la méthode d'évacuation privilégiée est une évacuation horizontale de la section de l'étage impliqué seulement, en apportant les résidents de l'autre côté d'une porte coupe-feu, dans un délai d'évacuation de 11 minutes. Tout d'abord, peu importe le secteur en alarme, vous devez valider si l'alarme est fondée. Si oui, débutez l'évacuation par le local ou le logement impliqué. Par la suite, faire les autres logements en s'éloignant. Les résidents pouvant se déplacer seuls, les diriger vers la section opposée à celle qui est impliquée pour le secteur autonome et derrière les portes coupe-feu pour le secteur semi-autonome. Pour les résidents à mobilité réduite, les accompagner jusqu'en lieu sûr, soit derrière les portes coupe-feu. Il est important de faire évacuer les résidents autonomes en priorité pour ne pas bloquer les cages d'escalier lorsque ces dernières doivent être empruntées. Comme vous voyez sur l'image, les zones grises doivent être évacuées complètement. À l'exception de celle-ci car les 2 sections du secteur autonome sont divisées par un ensemble de 2 portes coupe-feu. Les zones vertes et jaunes sont considérées des zones sécuritaires. Cependant, lorsque les gens sont dans les cages d'escalier, ils doivent continuer leur évacuation jusqu'à l'extérieur. Pour être efficace advenant une situation d'urgence, il est primordial de bien se préparer à l'avance.
Pour ce faire, chaque personne ayant un rôle à jouer au sein du comité de sécurité incendie doit connaître ses tâches à exécuter en cas d'urgence. De plus, ils doivent veiller à maintenir les lieux sécuritaires en tout temps en regard à la sécurité incendie. Sur ce point, la responsabilité est partagée à l'ensemble du personnel. Tout le monde doit veiller à ce que les portes coupe-feu se ferment adéquatement. Les extincteurs sont à leur emplacement et fonctionnels. Le réseau d'alarme incendie soit fonctionnel. Les accès aux issues et les corridors soient libres en tout temps. Ainsi, si des anomalies sont rencontrées, il est important d'aviser la direction générale pour que des travaux de réparation soient faits dans les plus brefs délais. Maintenant, regardons ensemble les tâches à exécuter en cas d'urgence. Débutons par le coordonnateur. Le coordonnateur est toujours le PAB situé dans la section autonome. Lorsque l'alarme se déclenche dans son secteur, le coordonnateur doit aviser les chercheurs par radio qu'une alarme incendie est en cours dans son secteur. Ramasser la mallette, mettre le dossard et prendre le cartable avec le crayon. Il se dirige au panneau d'alarme incendie de l'entrée principale et note les alarmes présentes au panneau. Il mentionne alors aux chercheurs, via la radio portative, l'endroit exact de la détection. Le coordonnateur communique avec le 911 pour faire mention de la détection aux pompiers. Il attend le retour des chercheurs et il retransmet les nouvelles informations au 911. Pour terminer, il accueille le service des incendies et leur donne l'information pertinente telle que le statut de l'évacuation et le lieu de la détection. À la demande du service des incendies, il reste en support à ces derniers. Il est important de comprendre que lorsque l'alarme n'est pas dans son secteur, il ne sera pas possible pour le coordonnateur d'entendre l'alarme. Le coordonnateur devra cependant effectuer les mêmes actions que si c'est dans son secteur. À l'exception que ce ne sera pas lui qui avisera les chercheurs de l'alarme mais plutôt l'inverse. Les chercheurs sauront également où se diriger car ils auront reçu l'information sur un panneau de leur secteur qui est en alarme. Et l'auront transmis au coordonnateur afin qu'il les note. Regardons ensemble les tâches des chercheurs. Il y a toujours un minimum de 2 chercheurs par quart de travail, soit un provenant du 500 et un du 600. Premièrement, lorsque l'alarme retentit dans leur secteur, ils doivent arrêter de faire le travail qu'ils effectuent et se rendre au panneau d'alarme le plus près, et valider la provenance de l'alarme. Par la suite, ils doivent aviser les autres employés par radio portative de l'alarme inscrite au panneau et se rendre à la zone de détection et valider si l'alarme est fondée ou non. Si l'alarme n'est pas fondée, ils avertissent le coordonnateur de la situation et procèdent à la réintégration des gens avec les fiches de réintégration que nous verrons plus loin. Cependant, si l'alarme est fondée, ils doivent avertir le coordonnateur de la situation via la radio portative et ils doivent débuter l'évacuation de la section de l'étage en cause. L'évacuation doit toujours débuter par l'endroit où il y a l'incendie en s'éloignant. Mentionnez aux gens autonomes de se rendre dans la section qui n'est pas impliquée, de l'autre côté des portes coupe-feu. Par la suite, les chercheurs pourront faire évacuer les gens à mobilité réduite et les personnes non autonomes. Il est important d'également comprendre qu'il est possible que les chercheurs soient avisés d'une alarme dans un autre secteur, soit le secteur autonome via le coordonnateur par radio portative. Ces derniers devront alors arrêter leur travail et se rendre à l'endroit mentionné par le coordonnateur. Si l'alarme est fondée, ils doivent avertir le coordonnateur de la situation via la radio portative et ils doivent débuter l'évacuation de la section de l'étage en cause. L'évacuation doit toujours débuter par l'endroit où il y a l'incendie en s'éloignant. Mentionnez aux gens autonomes de se rendre dans la section qui n'est pas impliquée, de l'autre côté des portes coupe-feu. Par la suite, les chercheurs pourront faire évacuer les gens à mobilité réduite. Si le nombre de chercheurs le permet, dans la section autonome, au moins un chercheur se rend à l'étage directement au-dessus et débute l'évacuation de la section au-dessus de celle qui est impliquée à l'étage inférieur. Il doit diriger les résidents de l'autre côté des portes coupe-feu, dans la section qui n'est pas impliquée. Il poursuit ensuite aux autres étages supérieurs. Finalement, voyons le rôle du chef d'étage. Nous retrouvons 2 chefs d'étage, soit un au niveau 500 et un au niveau 600. Lorsqu'il entend l'alarme sonore, le chef d'étage se rend au panneau d'alarme de son étage afin de valider si c'est son étage qui est en alarme. Si la détection est sur son étage, il se dirige à l'endroit de la détection. Si fondé, procédez immédiatement à l'évacuation de la section impliquée avec les chercheurs,
en envoyant les gens au-delà des portes coupe-feu. Débutez par le logement impliqué en s'éloignant. Si non fondé, faites une tournée d'étage pour rassurer les résidents. Faire le recensement de son étage à l'aide des fiches. Le chef d'étage procède à la réintégration des étages sous sa responsabilité en utilisant les fiches de recensement. Par la suite, il fait part des points positifs ou des points négatifs au coordonnateur incendie qu'il a rencontré lors de l'évacuation. Pour terminer, il doit appliquer les nouvelles directives établies. Lors d'une alarme dans le secteur autonome, les chefs d'étage ne sont aucunement impactés outre le fait que les 2 PAB assumant le rôle de chercheurs quitteront leur secteur. Les rôles précédemment présentés ont été déterminés en fonction du nombre minimal d'employés sur place. Il est tout à fait possible et fort probable que d'autres employés soient disponibles. Ces derniers agiront alors à titre de chercheurs additionnels mais n'auront pas de radio portative sur eux. Lorsqu'ils entendent l'alarme, ils doivent arrêter leur travail et se rendre au panneau d'alarme. Ils doivent noter la provenance de l'alarme et s'y rendre. Une fois sur place, ces derniers supportent les autres chercheurs. Lorsque les pompiers arrivent, ceux-ci deviennent maîtres des lieux. C'est-à-dire que ce sont eux qui prennent toutes les décisions. À partir de ce moment, vous devenez des aides aux pompiers. De là, l'importance que le coordonnateur ait la mallette avec lui, incluant tous les plans du bâtiment, les clés et tous les outils nécessaires. Lorsque l'autorisation de réintégration sera donnée, elle se fera verbalement par les pompiers. D'ailleurs, qui d'autre peut donner l'autorisation de réintégration après un incendie? Personne. Effectivement, seuls les pompiers peuvent permettre la réintégration totale ou partielle du bâtiment après un incendie. Une fois l'autorisation donnée, la réintégration peut se faire. À ce moment, il est important de faire le dénombrement des résidents pour s'assurer que personne ne manque à l'appel. Pour ce faire, le coordonnateur remettra au chercheur une fiche de dénombrement qui devra être remplie. Pour terminer, il est important que tous les membres du comité de sécurité incendie se réunissent avec la direction générale pour discuter de l'évacuation. Ils devront se poser des questions, comme: est-ce que l'évacuation s'est bien déroulée? Est-ce que toutes les procédures ont été suivies? Est-ce que les messages se sont bien transmis? Est-ce que les gens se sont rendus au point de rassemblement? Est-ce que les indices de feu ont été notés? Est-ce que les équipements de sécurité ont fonctionné? Ce sont tout le genre de questions que le comité de sécurité incendie doit se poser. Par la suite, si des correctifs aux procédures d'évacuation ou des modifications aux équipements doivent être faites, il est important de les faire et d'en aviser tout le personnel. À chaque fois qu'il y a une alarme incendie ou qu'il y a une évacuation, il est primordial de faire la procédure de réintégration pour être certain de ne pas oublier une personne à l'extérieur. Suite au réarmement du panneau d'alarme incendie, les portes extérieures se rebarrent. Le coordonnateur doit alors faire une tournée extérieure afin de s'assurer que personne n'est à l'extérieur, et ce, rapidement suivant le réarmement. Durant ce temps, le personnel est à faire le dénombrement des résidents à l'intérieur. Advenant le cas où une personne serait manquante suite à la procédure de réintégration, vous devriez enclencher une procédure de fugue ou une procédure similaire. La fiche de recensement est conçue de manière à s'assurer qu'il ne manque personne. Elle est séparée en 3 sections. La première section est un tableau décrivant le type d'appel. Cette section doit être remplie par le coordonnateur ou la direction générale. Elle peut être remplie que sur une seule feuille. La deuxième section est la section la plus importante. Il s'agit du recensement des résidents par étage. C'est dans cette section que les chercheurs devront noter la présence de tous les résidents. La troisième et dernière section sert de rappel à la procédure de recensement ainsi qu'à identifier la personne qui a fait le recensement et à quelle heure elle a terminé. Lorsque la procédure est terminée et qu'il ne manque personne, les fiches devront être rangées dans le plan de sécurité incendie pour y être consignées. 2 points de rassemblements extérieurs ont été déterminés. L'emplacement de ces 2 points ont été privilégiés car ils permettent aux résidents de se rendre à un lieu sûr rapidement. De plus, le fait de placer les points de rassemblement à ces endroits, les voies d'accès des véhicules incendies restent libres en tout temps et les gens ne sont pas exposés à des retombées provenant du bâtiment. Il est important de comprendre qu'en utilisant l'évacuation horizontale en premier lieu, les gens ne doivent pas en tout cas se rendre à ces endroits. Ces points de rassemblement pourront servir en cas d'évacuation verticale et d'envergure. Il est également important de comprendre que le secteur autonome et le secteur semi-autonome constituent des points de rassemblement intérieurs l'un pour l'autre.
Par exemple, en cas d'évacuation du secteur autonome en entier, les résidents pourront se réfugier à l'abri temporairement dans le secteur semi-autonome. L'objectif d'avoir 2 points de rassemblement extérieurs et 2 points de rassemblement intérieurs est de permettre de faire le recensement des gens rapidement et de les envoyer à l'abri si la température n'est pas clémente ou si l'intervention des pompiers est longue. Ceci met fin à la deuxième partie de votre formation sur votre plan de sécurité incendie. Nous espérons que cette présentation a pu bien vous expliquer la structure de votre comité incendie, vos rôles et vos responsabilités et a su répondre à vos questions.